Bonjour à tous. Le cofondateur de Price Minister et président de France Digital est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Olivier Mathieu. Bonjour. Alors, France Digital, c'est surtout au titre de président de France Digital qu'on vous reçoit aujourd'hui. France Digital, c'est une association qui est un peu le syndicat des startups, j'ai envie de dire. Une association qui représente les entrepreneurs et les investisseurs du numérique. Alors tout de suite, une première question. Le numérique, ce n'est pas un thème qui fait beaucoup débat dans la présidentielle aujourd'hui. Non, enfin, on s'est rendu compte depuis 5 ans que le numérique avait progressé dans l'agenda de tous les candidats, de toutes les équipes qui font en gros la course à la présidentielle. Donc il est vrai que depuis 5 ans, il y a eu beaucoup de progrès. Ça avait très mal commencé. Vous vous rappelez peut-être le mouvement des pigeons dont tout le monde parlait finalement en 2012-2013. C'était France Digital est un peu l'incarnation. Oui, alors après on a essayé de reprendre. On s'est toujours dit le mouvement des pigeons en quelque sorte c'est un peu l'IRA, c'est la branche un peu violente qui revendique. Et France Digital c'est un peu Sinn Féin, c'est-à-dire le parti politique un peu officiel des startups, parce que les startups n'avaient pas de porte-voix. Elles ne sont pas forcément représentées par les organisations des entreprises ou du patronat ou d'autres types de syndicats qui sont assez peu numériques. Ils essayent de tous de revendiquer le numérique, mais on ne se reconnaît pas forcément dans les organisations officielles. Donc on a eu besoin de créer une association pour vraiment porter haut et fort le discours. Et il y a eu plein de progrès qui ont été réalisés pendant ces 5 ans. Ceci dit, on se rend compte aussi que la France reste en retard en termes de transformation numérique. Et en particulier, dans cette campagne en ce moment, le numérique est inaudible, parce qu'en gros, tout le monde se dit c'est important, donc personne n'en parle. Et les affaires, la montée des extrêmes sont des sujets d'inquiétude très forts, parce que c'est un petit peu l'opposé de ce que représente le numérique. Alors vous êtes en campagne sur France Digital, vous dites que vous allez hacker la campagne. Vous préparez d'ailleurs un grand rendez-vous le 28 mars prochain à Paris, où vous allez rassembler les candidats pour essayer de lancer le débat autour du numérique. C'est bien ça? Oui, avec plusieurs associations comme l'Axel, Croissance Plus, France Digital évidemment, et le Syntec Numérique. On privatise un grand théâtre parisien le 28 mars de façon à vraiment marquer le coup, parce qu'on est réellement inquiet en fait, en quelque sorte, des dérives, comme tous les citoyens, des dérives de la campagne, mais surtout parce que c'est assez triste comme situation. On est dans une situation sociale et économique forte, une crise morale, politique, mais également économique. On a un jeune de 25 ans qui est au chômage sur 4, donc 25% de chômage. C'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, dans le numérique, on cherche des emplois. Donc il faut forcément transformer la société fortement pour que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail trouvent des emplois sur ces nouveaux métiers. Alors justement, quelles sont les grandes mesures que vous voudriez voir émerger dans les programmes des candidats ? Nous, on constate qu'il y a 2 très grandes peurs qui cristallisent en fait les discours qu'on voit à la fois dans les médias et puis évidemment des candidats à la politique. C'est la peur de l'international et c'est également la peur de l'innovation. Les startups, justement, c'est le contraire. C'est les opportunités qui sont liées à la globalisation, mais également à la recherche de l'innovation et des nouveaux emplois dans la transformation numérique, qui est une forme de nouvelle révolution industrielle. Donc nos mesures, elles adressent à la fois l'international, elles adressent le numérique. En gros, on a 5 grands chapitres que je peux dire très rapidement. Il y en a un qui est l'ascenseur social. On est très soucieux de l'ascenseur social parce qu'on pense que grâce aux nouvelles formes d'économie, aux nouvelles formes d'entreprise, on peut recruter davantage et proposer un nouvel ascenseur social qui permettra, grâce aux nouveaux métiers, de se faire sa place dans la société. C'est très important pour nos enfants notamment. Il y a un registre qui est sur les nouvelles formes de travail, notamment les plateformes. On a plein de nouvelles formes de travail qu'on appelle le travail non salarié, le travail indépendant, à travers les plateformes. Et ça, il faut adresser ces questions-là. Il y en a une qui est celle du rôle de l'État. Le rôle de l'État lui-même doit se transformer dans la relation avec l'innovation, avec le numérique. Il y a des questions qui sont liées à l'Europe et à l'innovation. C'est vrai que l'ensemble de tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, data, l'ensemble des régulations autour de ces nouvelles innovations doivent être pensées au niveau européen. On ne peut pas rester isolé dans notre petit coin de cette façon-là. Et donc voilà, donc ces grandes mesures-là, en fait, elles sont fondamentales. On doit les adresser aujourd'hui. Et il y en a certaines qui sont tout simples. La dernière, en fait, le dernier grand chapitre, c'est celle qui concerne le financement et la fiscalité et le financement. Parce que c'est vrai qu'on est dans une économie... Ça, c'est un sujet qui revient tout le temps sur la table. Est-ce que la France est un pays fiscalement attrayant? Voilà. Est-ce qu'on peut faire plus encore? Est-ce qu'il faut revoir toute la fiscalité? Qu'est-ce que vous préconisez? La fiscalité, c'est souvent un sujet un peu technique. Nous, à force d'y réfléchir, on devient des spécialistes de la fiscalité. Avec mon cher coprésident, qui est Jean-David Chamboredon, qui est un investisseur et qui, avec lui, on se pose sans arrêt cette question de qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre la France plus attractive. On doit avoir notamment plus de business angels. Les business angels, c'est des particuliers comme vous et comme moi qui auraient envie de mettre de l'argent dans les startups et dans l'économie réelle. On doit aussi se poser la question des assurances-vie qui regroupent plus de 1500 milliards d'euros. Donc on a beaucoup d'argent. On dit souvent aux États-Unis, ils ont des fonds de pension, c'est les fameux fonds de pension américains. En France, on a les assurances-vie qui sont vraiment un énorme stock
d'argent, mais ce stock, on voudrait qu'il devienne un flux. Il faudrait le diriger ou le flécher, comme on dit en fiscalité, vers les entreprises également. Et puis après, il y a la question de l'attractivité aussi des investisseurs étrangers potentiels. Par exemple, Price Minister, la société que je dirige, a été rachetée en 2010 par un groupe japonais. Ça veut dire qu'on a été attractif, Rakuten. Et ce groupe-là, il a été à un moment donné séduit par une entreprise qui marche très bien en France, et ça a été le cas récemment de d'autres entreprises françaises. Et on pense que ce n'est pas négatif. Justement, le regard des investisseurs étrangers, est-ce qu'il change sur la France ou est-ce qu'on reste toujours ce pays où il ne fait pas bon faire des affaires ? Alors en anglais, on dit qu'on est hélas pas très business-friendly, pas suffisamment business-friendly. On considère souvent que la France a un droit du travail qui est trop rigide, une fiscalité qui est trop instable, et ces deux critères-là sont essentiels. En revanche, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité, beaucoup de dynamisme et d'énergie en France. Donc il y a des paradoxes à essayer de... Voilà. Évolue positivement en tout cas. Oui, notamment l'initiative de la French Tech par exemple, et c'est une initiative de labellisation mais également de communication qui a permis pendant les 4 dernières années de faire rayonner les délégations françaises dans des grands salons, dans des grands événements, si vous voulez, dédiés à l'entrepreneuriat, au numérique, à l'innovation, partout dans le monde. Donc l'image change, et puis en plus on a l'opportunité du Brexit, pour être tout à fait honnête, il y a une sorte d'opportunisme, puisque finalement tous les capitaux étaient principalement stockés à Londres, mais quand ils sont stockés à Londres, en général c'est pour investir en Europe, pas seulement en Angleterre. Donc du coup ça veut dire qu'effectivement il faut construire l'Europe ensemble, et nous on espère que Paris et la France pourraient devenir le principal hub européen, loin devant Berlin, Madrid et Rome. C'est une sorte de compétition, on doit le faire ensemble. Mais la réalité, c'est que la France est beaucoup plus attractive quand on rentre dans le détail que tous nos amis européens, donc on devrait être la locomotive. D'accord. Alors le rôle de France Digital, c'est aussi de faire émerger des champions français. Est-ce que vous en voyez qui pourraient devenir de futures licornes dans les années à venir ? Vous qui, par exemple, qui dirigez Price Minister, pourquoi ce n'est pas l'Amazon français, Price Minister ? Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a eu énormément de progrès. Avant de venir sur le sujet de l'Amazon français, il y a eu plein de progrès réalisés, énormément de levées de fonds sur des startups françaises qui deviennent internationales beaucoup plus vite qu'il y a une dizaine d'années. Et on a recensé plus de 170 levées de fonds supérieures à 5 millions d'euros sur les 2 dernières années. Donc c'est quand même beaucoup d'entreprises qui du coup créent des emplois et créant des emplois, développent du chiffre d'affaires à l'étranger. Pour 50% de leur chiffre d'affaires en général pour les startups, c'est à l'étranger. Donc c'est un monde global qui ne nous fait pas peur, au contraire qui nous donne envie. Ensuite, il y a également eu beaucoup de levées de fonds qui sont supérieures à 50 millions d'euros. On a beaucoup cité les Blablacar, les Sarenza, les Sigfox. Il y en a eu beaucoup ces derniers, de Vialet dans le domaine aussi de la hi-fi, etc. Oui, il y a eu des levées de fonds spectaculaires. Spectaculaires. Et c'est des entreprises françaises dont on est fier. Donc ça devient des porte-étendards pour nous. C'est un petit peu comme les champions, comme un Teddy Riner ou comme un champion de natation, un Manodou, etc. À un moment donné, ils attirent les projecteurs et ça crée plein de vocations. Comme dans une fédération sportive, on finit par s'inscrire, vouloir faire de la natation ou du judo parce qu'on voit les champions, ils donnent envie et ils créent des vocations. Donc ça, c'est génial. Après, pourquoi on n'a pas suffisamment de champions français ? Souvent, on cite les exemples de Dailymotion par rapport à YouTube ou de Deezer par rapport à Spotify ou de Price Minister par rapport à Amazon. Donc il y a plusieurs exemples qui reviennent régulièrement. On ne pense pas qu'il faille éviter le débat. Pourquoi certains champions potentiellement français ne sont pas devenus des champions mondiaux ? C'est encore une fois pour les rigidités que j'ai évoquées. C'est-à-dire que si on n'est pas suffisamment attractif en France, on a du mal à faire des très grosses levées de fonds. C'est en train de se débloquer, mais on a eu du mal. Ça a beaucoup évolué depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, je vois des jeunes entrepreneurs qui, 1 an ou 2 ans après avoir créé leur entreprise, pensent déjà aller aux États-Unis ou à Shanghai. Donc ils pensent le monde vraiment dans leur ADN, dans leur code génétique. Ils sont plus internationaux que ce qu'on était nous, je pense. Dernière question, Olivier Mathieu. Vous prônez la culture du risque et de l'audace. Finalement, il y a un candidat, Emmanuel Macron, qui semble l'incarner assez bien. Est-ce que c'est le candidat de France Digital pour la présidentielle ? Non, France Digital n'a pas de candidat parce que notre vocation, c'est plutôt d'irriguer, si vous voulez, l'ensemble des campagnes, des équipes et des candidats avec le discours sur l'économie numérique de façon à assurer une transformation complète. On ne pense pas que les startups, c'est un secteur en particulier, c'est une transformation totale de l'ensemble de la société, de la vie économique, de la vie du citoyen, de la vie de la consommation, etc. Donc il faut absolument que tous les candidats intègrent au plus haut point, non pas en isolant le numérique quelque part à droite au fond de leur programme, mais complètement au centre. Il se trouve que Emmanuel Macron, qui n'est pas spécialement supporté par France Digital, est un de ceux qui a été le meilleur interlocuteur depuis probablement 3-4 mandats. On ne parle pas seulement des 5 dernières années, qui a été un très bon interlocuteur des startups et de l'économie numérique et qui accompagne le mouvement de la transformation à la comprenance. C'est aussi une question de génération. Après, le problème principal, c'est qu'il est difficilement audible, de même que les autres sont difficilement audibles, parce qu'il y a une cacophonie et la montée des extrêmes est quelque chose qui nous inquiète davantage. Donc, très clairement, on ne se reconnaît pas
pour être transparent, on ne se reconnaît pas vraiment dans Mélenchon et Le Pen, qui sont des candidats qui ont plutôt envie de refermer les frontières, qui ont plus envie de se protéger, alors qu'on pense qu'au contraire, il faut s'ouvrir aujourd'hui vers les nouveaux métiers. Merci beaucoup, Olivier Mathiot. Merci.